Bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici pour assister à ces trois tables rondes sur l'intelligence artificielle. J'ai envie de vous accueillir pour cette manifestation scientifique sur un sujet d'actualité brûlant, un sujet d'actualité crucial, un sujet d'actualité ici qui justifie qu'on aborde cette thématique encore et encore et encore, aborder ses applications, ses implications pour ce que l'on appelle aujourd'hui les services essentiels. Vous êtes ici pour assister à trois tables rondes qui rassembleront des experts, praticiens et chercheurs de disciplines diverses afin d'échanger sur des problématiques nouvelles et contribuer à faire avancer nos réflexions sur les défis et les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle en matière d'éducation, de sécurité et de santé. Alors, pourquoi ces trois thématiques? Bien, comme l'indique l'intitulé de cette journée, il s'agit de services dits essentiels, c'est-à-dire sans lesquels notre société ne pourrait pas fonctionner correctement. Ces domaines touchent directement des aspects fondamentaux de la vie humaine. En outre, l'intelligence artificielle semble particulièrement impacter ces domaines. En matière d'éducation, l'IA transforme d'ores et déjà l'apprentissage et l'évaluation et nous interroge sur l'égalité des chances et sur l'accès aux outils numériques. En matière de sécurité, l'utilisation de l'intelligence artificielle alerte sur la protection des droits fondamentaux et sur le respect de nos libertés. En matière de santé, si l'intelligence artificielle semble prometteuse, par exemple en matière de diagnostic, eh bien, elle pose aussi des problèmes éthiques ou encore de sécurité des données de santé, dont nous savons qu'elles sont des données sensibles. Et pourquoi des tables rondes? Alors, on avait beaucoup discuté avec Maximilien Lana, justement, sur le format à adopter pour parler d'intelligence artificielle. Et nous nous sommes dit que les tables rondes offrent un format qui est plus interactif, plus dynamique, idéal pour aborder des sujets justement relativement complexes comme l'intelligence artificielle, qui nécessite une certaine forme de transversalité aussi pour son analyse. Et contrairement à un colloque classique, on permet ici donc un dialogue direct entre participants qui va favoriser la confrontation des points de vue et l'interdisciplinarité. Ce format stimule les échanges, rend les discussions plus accessibles et permet d'explorer en temps réel des questions concrètes. Les chercheurs le savent bien, ce sont les temps d'échange qui font souvent avancer la recherche. Ces tables rondes et cette journée sont organisées par deux chaires, la chaire Smart City et gouvernance de la donnée de Dijon et la chaire plateforme numérique et souveraineté de Nancy, que je laisserai Maximilien Lana présenter. Permettez-moi donc de vous présenter dans un premier temps la chaire Smart City et gouvernance de la donnée que j'ai le privilège de diriger. La chaire, créée avec la volonté de fédérer des compétences autour des enjeux de la gouvernance de la donnée, se situe au croisement de plusieurs disciplines, le droit, les sciences sociales, les sciences dures, les technologies numériques. Et elle s'inscrit dans un contexte où, vous le savez tous, les données sont un levier stratégique, tant pour l'innovation que pour la régulation des usages numériques. Notre mission repose sur deux piliers, la recherche dans un premier temps, et cette journée fait partie des nombreuses manifestations scientifiques organisées par la chaire Smart City. Et dans un second temps, la formation est rattachée à la chaire Smart City, à un Master 2 Smart City et gouvernance de la donnée, qui forme les étudiants dijonnais et d'ailleurs au métier de la Smart City, étudiants qui sont d'ailleurs présents ici avec nous dans l'amphithéâtre. L'intelligence artificielle occupe une place centrale dans de nombreux travaux universitaires aujourd'hui, car elle représente une technologie certes disruptive, mais aussi un défi pour nos cadres éthiques et juridiques. Comme le souligne le règlement européen relatif à l'intelligence artificielle, cette technologie doit être également digne de confiance. Tout naturellement, la chaire Smart City se mobilise pour étudier ce phénomène. Cette chaire repose sur la collaboration entre Dijon Métropole, l'Université de Bourgogne et les entreprises composant le groupement On Dijon, qui travaillent autour de la ville intelligente, la fameuse Smart City. Or, les problématiques historiques de la Smart City, qui sont centrées autour de la donnée, sont aujourd'hui impactées par l'intelligence artificielle. Et on en aura d'ailleurs un bel aperçu lors de la deuxième table ronde sur la sécurité. En conclusion, je vais nous souhaiter à tous des échanges fructueux et inspirants lors de cette journée, puisse-t-elle marquer une étape significative dans notre compréhension collective de l'intelligence artificielle. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à mon co-organisateur et co-animateur de cette journée, le professeur Maximilien. Merci beaucoup, merci Pierre, merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Alors je serai assez bref, Pierre a très bien présenté le fond et les raisons d'être de cette table ronde d'aujourd'hui. En tout cas, pour ma part, je suis très heureux de revenir à Dijon, qui est la faculté de droit dans laquelle j'ai eu l'occasion de réaliser mon postdoc au sein du Centre Innovation et Droit, et donc en collaboration avec Emmanuel Pi, ce qui nous a permis de rencontrer avec Pierre il y a maintenant quasiment 2 ans. Comme tu l'as dit, je suis titulaire de la chaire sur la régulation des plateformes numériques et sur la souveraineté à l'Université de Lorraine, à la faculté de droit de Dijon. C'est une chaire dont l'objectif est, étant publiciste,
d'étudier les enjeux de la gouvernance des données pour la transformation numérique de l'État, on va dire, pour le résumer ainsi. Et on s'est rendu compte avec Pierre que, étant donné effectivement nos capacités tous les deux à travers nos deux chaires, c'est une bonne occasion de poursuivre les travaux qu'on avait déjà eu l'occasion de mener ensemble, et que ce serait également une bonne occasion de poursuivre le dialogue sur ces questions entre droit privé, droit public, informatique aussi parfois, et sciences politiques. Et dans le cadre du partenariat que nous avons conclu, nous avons déjà eu l'occasion d'organiser l'année dernière en décembre, donc il y a presque un an jour pour jour, une journée d'études sur la ville et la sécurité, qui avait pour objectif de voir quels étaient les impacts du numérique dans la transformation des villes, les villes pouvant être soit le support de cyberattaques, le lieu où pouvaient avoir lieu des cyberattaques, ou les villes pouvant également être le lieu d'expérimentation de certaines initiatives visant à renforcer la sécurité. Je m'arrêterai là. Je remercie encore une fois Pierre, le Centre d'innovation et droit et la faculté de droit et chaire pour leur accueil aujourd'hui. Et je vous souhaite et nous souhaite à tous également une très bonne journée de table ronde. Et merci également, bien sûr, à tous les intervenants qui sont là aujourd'hui. On va passer à la première table ronde. Donc, avec Maximilien, on va du coup s'installer juste devant et je laisserai les deux premiers intervenants venir ici. C'est les bons prénoms, merci. Ah, bah sinon, Pour les personnes à distance, on a des micros éventuellement qu'on peut utiliser. Si jamais vous estimez que le son n'est pas assez fort, n'hésitez pas à intervenir dans la conversation et on n'hésitera pas à les utiliser directement. Avant de commencer la table ronde, ok, parfait. Avant de commencer donc cette table ronde à proprement parler, les débats sur IA et éducation, qui est la thématique de cette première moitié de matinée, eh bien, on va commencer bien sûr par la présentation de chaque intervenant. Professeur Netta, vous êtes donc en visioconférence. Je vous laisse le privilège de commencer pour faciliter évidemment le début de cette table. Oh, merci beaucoup. Ça aurait dû être l'inverse. Je devrais faire l'objet d'un shaming pour ne pas m'être déplacé jusqu'à vous. Je suis absolument confus de ne pas être physiquement présent parmi vous aujourd'hui, mais je vous remercie de m'avoir invité néanmoins et de me permettre de discuter avec vous. Je suis professeur de droit privé à l'Université de Strasbourg et ça fait une bonne décennie maintenant que je suis passé du droit des affaires, hein, qui était mon champ initial, au droit du numérique au sens large. Alors, vous êtes bien placés, Pierre, Maximilien, pour témoigner de ce que c'est difficile de travailler sur le droit du numérique au sens le plus large. Ça fait beaucoup de questions aujourd'hui, beaucoup de thèmes. L'IA en fait partie, bien sûr, et le droit des données à caractère personnel fait partie également des questions qui m'animent, je dirais, au quotidien aujourd'hui, même si je fais également du droit des réseaux sociaux. J'en profite pour faire la petite publicité du bouquin qu'on sort avec Valère Endior ce mois-ci sur État et réseaux sociaux. Donc, si jamais vous êtes intéressé par cette question de la régulation des réseaux sociaux qui reprend de la vigueur là, avec le retour de Trump, voilà, cet ouvrage aborde cette question. Mais voilà, aujourd'hui, je suis là, je pense, essentiellement en ma qualité de référent IA de la faculté de Strasbourg. À ce titre-là, j'ai réfléchi avec mes collègues, j'ai commencé à réfléchir à ce que les étudiants peuvent faire avec ces outils, dans quelle mesure ça peut contrecarrer nos modalités d'évaluation habituelles, et puis dans quelle mesure, à l'inverse, ça peut être un atout pour leur formation, pour leur future trajectoire professionnelle. Donc, on a essayé de développer à la fois ce qu'on pourrait qualifier d'approche défensive contre l'IA en tant qu'elle serait disruptive pour nos façons d'examiner les étudiants, et puis des approches plus constructives où on s'appuie sur l'IA à la fois pour enseigner et pour faire du droit, tout simplement. Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. On laisse la parole donc bonjour à toutes, chères étudiantes et étudiants, chers collègues. Je vous remercie pour cette invitation parce que
Donc, je suis ingénieure de recherche à l'IREDI, Institut de recherche et d'éducation, à l'Université de Bourgogne. C'est un laboratoire qui regroupe des chercheurs et des enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation, en économie et en sociologie. Et on a peu l'occasion de discuter sur les questions d'éducation avec nos collègues de droit. Donc, j'espère que nos discussions seront stimulantes pour vous comme pour moi, parce qu'en fait, j'attends aussi beaucoup de ces discussions pour peut-être m'emmener dans des endroits où je n'aurais pas pu aller sans vous. Donc, voilà, j'espère que vous n'hésiterez pas à venir peut-être m'embêter aussi dans ce qu'on va discuter ensemble. C'est le lieu des débats, effectivement. N'hésitez pas à poser des questions a posteriori, bien sûr, et à exprimer éventuellement un désaccord. Alexandre Zollinger. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci beaucoup à Pierre et à Maximilien pour leur invitation. Je suis donc Alexandre Zollinger, maître de conférence à l'Université de Poitiers en droit privé et sciences criminelles, plus particulièrement en ayant une spécialisation initiale en propriété intellectuelle. C'était vraiment l'objet de mes études pendant longtemps et une extension logique vers le champ du numérique. Profil IT, comme on dit en bon français. Je m'intéresse par ailleurs depuis quelques années maintenant au sujet de l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique. À ce sujet-là, je participe au comité d'éthique, de déontologie et d'intégrité scientifique de l'Université de Pau et j'ai été aussi associé à certains des travaux d'un institut, une association suisse qui s'appelle l'IRAFPA, l'Institut de recherche et d'action sur la fraude et le plagiat académique. Et voilà, dans ce cadre-là, j'ai été notamment amené à réfléchir au plagiat et la jonction avec l'intelligence artificielle n'est pas inintéressante. Donc, j'ai pu me pencher sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas introduit le format exact que l'on va appliquer lors de ces tables rondes pour les spectateurs, pour ceux qui sont en présentiel et en visioconférence. L'idée, c'est que dans un premier temps, les intervenants sur les 3 thématiques, donc éducation, sécurité et santé, peuvent déjà dans un premier temps faire un état des lieux, un bilan de ce qu'ils ont pu constater en termes notamment de cas d'usage, avant de passer à une phase proprement parlée de débat et de discussion sur des thématiques bien spécifiques. Donc la première question que j'ai à vous poser, c'est justement qu'est-ce que vous avez constaté en l'IA en matière d'éducation, alors essentiellement à l'université pour le moment, mais qu'avez-vous pu constater comme cas d'usage, les avantages, les inconvénients, les défis, quels sont les problèmes, quels sont aussi les cas d'usage tout à fait positifs que vous avez pu rencontrer dans votre pratique, et aussi dans vos domaines de recherche, bien évidemment. Qui souhaite commencer? Moi, je vais déjà faire un tour du côté de la recherche pour dire que les outils d'IA, ils ne sont pas nouveaux en éducation. Ça date le recours à des outils d'IA date depuis une trentaine d'années. Donc, ça permet, mais c'est vraiment l'IA générative, en fait, qui a créé cette mini-révolution qu'on vit à l'heure actuelle, avec notamment le fait qu'on a une utilisation autonome désormais de l'IA, avec le recours à des données massives, ce qui n'était pas le cas dans les expériences qui pouvaient exister de par le monde en ce qui concerne l'utilisation de l'IA. Et l'un des points à avoir en tête, c'est que l'IA générative, elle n'a pas été utilisée au départ pour l'éducation. Elle a été utilisée dans d'autres contextes. Et on a désormais une utilisation de l'IA, quelque part un détournement de l'IA générative dans l'éducation. Donc ça permet un peu de voir autrement l'utilisation de l'IA générative en disant c'est un outil mais qui n'a pas été fait au départ pour l'éducation, mais qui est utilisé dans le domaine de l'éducation. Et puis, on peut avoir des points de vue là qui sont aussi un peu disruptifs ou un peu différents. C'est qu'on accorde, moi je suis économiste de l'éducation, je ne vais pas parler de mathématiques de recherche, mais je suis économiste de l'éducation, donc pour moi, je vais toujours parler un peu de coûts. Et on a peut-être également tendance à oublier que cette IA générative, elle a des coûts écologiques, des coûts humains, qui ne sont pas négligeables, qui peuvent également être intéressants de se poser lorsqu'on s'intéresse au recours, au fait de recourir à l'IA ou pas en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, en tant que personnel.
Et lorsqu'on essaye de faire un peu le panorama de ce qu'est l'IA, on a trois sortes en fait d'usage de l'IA. On a un usage pour l'apprentissage, par l'étudiant, par l'apprenant, ou par n'importe qui d'entre vous qui souhaite apprendre. Et donc, on va se baser sur différents modèles d'apprentissage et les IA vont recourir à différents modèles d'apprentissage. On a un autre usage dans l'éducation qui est l'usage pour l'enseignement, ça veut dire pour enseigner. Et donc, un enseignant, ben, il va chercher comment il fait ses cours, il va chercher à corriger toutes ses copies, à construire des tests, à avoir des idées pour un plan de cours. Voilà. Et puis, on a un autre usage dans le système éducatif qui est l'utilisation de l'IA pour la gestion de l'éducation, tout simplement. Pour faire les plannings, pour construire je ne sais quelle ressources pour nos personnels administratifs. Donc, ça permet un petit peu non seulement de se dire qu'on a l'usage dans les cours, par les étudiants, par les enseignants, parce qu'on ne va pas se leurrer, il n'y a pas que les étudiants qui utilisent l'IA, il y a aussi les enseignants qui utilisent l'IA. Et puis, on a également le recours par les personnels administratifs de l'IA. Donc, ça nous permet de voir que tout le monde l'utilise. Et de manière récente, on a un article qui est paru, je crois, ce week-end, dans Le Monde, qui disait que dans l'école, la question, c'était plus de se poser la question quand est-ce que l'IA va arriver, quand est-ce que les élèves vont l'utiliser, c'est plutôt qu'elle est déjà là et que les élèves l'utilisent et que les étudiants l'utilisent, et que ça pose un certain nombre de questions dans le système éducatif, notamment sur les devoirs à la maison. Alors, moi, en tant qu'économiste et en tant qu'ayant une appétence pour les questions d'inégalité, je suis très contente qu'on fasse plus de devoirs à la maison parce que c'est facteur d'inégalité sociale, parce qu'on a tous les élèves n'ont pas les mêmes ressources pour faire les devoirs à la maison, et donc on peut transposer aussi ce point de vue-là à l'enseignement supérieur. Tout le monde n'a pas les mêmes ressources pour utiliser l'IA, et tous les étudiants ne vont pas être en capacité d'utiliser plus ou moins l'IA. Et vous avez, pour les enseignants et peut-être également les étudiants, vous allez pouvoir voir, vous avez déjà vu, des étudiants qui vont être plus en capacité d'utiliser l'IA, et d'autres moins en capacité d'utiliser l'IA. Et on a une récente étude au Canada qui a montré qu'environ 2 étudiants sur 10 utilisent l'IA avec un seul prompt et et utilisent de manière brute, en fait, ce que sort l'IA. Et donc, pour moi, l'un des enjeux, c'est vraiment peut-être de considérer l'IA comme un assistant, qui permet de changer un peu la perspective de comment on apprend l'IA, et puis de se dire, si c'est un assistant, il faut savoir qu'est-ce que c'est cet assistant, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire, et puis ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire, et puis quelles sont les conséquences de cette IA, et comment former les étudiants qui puissent l'utiliser de manière pertinente en étant conscients des biens et des limites. Et moi, dans des expériences que j'ai pu mener, si on va prendre un exemple, j'adore donner un exercice en statistique sur l'échantillonnage. J'utilise une requête très simple que j'ai faite sur ChatGPT et je les donne à commenter les étudiants. Et à chaque fois, ils loupent le point que j'aimerais qu'ils arrivent à trouver sur la représentativité, sur l'échantillonnage, parce qu'en fait, je les place dans une posture qui est très spécifique à la recherche et à la recherche en éducation, où lorsqu'on va, par exemple, étudier des collèges de RED+, on ne va pas faire un échantillonnage représentatif au niveau national, on va faire un échantillonnage où on va avoir un minimum de collèges de RED+, par rapport à un autre de collège, pour qu'on puisse en tirer des statistiques qui soient pertinentes. Donc, on voit là, l'une des limites, c'est comment les étudiants arrivent ou pas à utiliser l'IA, et comment même nous, en tant qu'enseignants, on peut voir les failles dans leur utilisation de l'IA. Alors, je suis très bavarde, donc j'ai envie de parler et pas à m'interrompre. Pas de souci. Je précise pour l'organisation, justement, que si jamais dans les éléments, vos retours d'expérience que vous êtes en train de donner, qui sont fort intéressants, justement, sur les outils, l'utilisation des outils par nous, par les enseignants, par les étudiants, on va évidemment en partir dans tous les sens et aborder plein de thématiques. Voilà, sentez-vous libre, bien sûr, d'aborder justement un thème qui vous semble le plus pertinent sur le moment. J'en profite pour dire aussi à Emmanuel, qui est en visioconférence, de ne pas hésiter à ouvrir son micro à n'importe quel moment, évidemment, parce que la visioconférence ne facilite pas, évidemment, l'interaction. Donc, vraiment, à tout moment, et je m'assurerai de faire la transmission de l'information. C'est bien compris. Merci beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si Alexandre ou Emmanuel veut effectivement continuer sur justement la question éventuellement des usages, de ce qui a été constaté. Il y a quand même pas mal de thématiques qui ont été abordées. Et à la fois, ce qui serait intéressant, c'est éventuellement que
vous énonciez ce que vous utilisez comme outil. Est-ce que vous avez réussi à obtenir comme résultat positif en tant qu'enseignant? Est-ce que vous avez constaté aussi dans l'usage des étudiants? Je ne sais pas, professeur Netter, si vous voulez commencer. Vous avez une Comme vous vision voulez, globale. à ceci près que moi, je ne vous vois plus. Alors, je ne sais pas si les autres personnes qui sont à distance voient encore l'image. Est-ce que ça vient de moi, même si ma connexion a l'air bonne? Mais voilà, là, attendez, je On vais va repasser remettre. sur mon galerie. Ça va être Mais compliqué. donc, peut-être, si vous voulez commencer, peut-être le temps que je vois si j'arrive à récupérer le flux vidéo, je vous laisse la D'accord. parole bien volontiers. C'est bon, celui-là. Donc, Annule la caméra. à titre personnel, peut-être deux remarques La caméra désactive. plus rapides. Je ne sais pas si. Voilà, c'est bon. Ça se retrouve. D'un point de vue pédagogique, les pratiques que dont je pourrais témoigner, mais je pense que j'ai une vision moins globale que pourrait l'avoir mon collègue, porte sur une interrogation sur les exercices demandés, une interrogation qui est partagée notamment par l'Université de Poitiers, où la question des devoirs maison est notamment abordée. Je pense que le problème déborde la seul exercice du devoir maison, mais malgré tout, c'est notre préoccupation première. Ensuite, peut-être une remarque ou réaction par rapport à ce que vous venez de nous présenter. Effectivement, je pense qu'il faut déjà identifier de quelles intelligences artificielles, même intelligence artificielle générative, on parle, parce que il y a, au-delà de ChatGPT, il y a une diversité d'outils qui certains gagneraient, et là, des chercheurs avec lesquels je suis associé dans le cadre de certains de mes projets de recherche, ont un axe sur ce point-là, identifier des outils qui sont vraiment des soutiens à la recherche et pas des substituts à la pensée humaine. Donc l'IA générative peut être simplement employée comme moyen d'améliorer un texte déjà réalisé par des étudiants. Ça, c'est une des pratiques auxquelles j'ai été identifié dans une formation. Un des meilleurs étudiants de la formation qui se trouve avoir un résultat qui est identifié comme positif. Vraisemblablement, il y a eu un recours à l'IA générative. C'est une personne qui avait fait l'intégralité de son travail et qui avait décidé de le passer à la moulinette d'un outil spécifique d'IA générative qui a pour simple but d'identifier les fautes d'orthographe et la manière d'améliorer la syntaxe sur certains éléments. Donc, on est déjà sur un type d'usage qui est très différent de l'image d'Épinal qu'on peut avoir en tête, qui n'est pas qu'une image d'Épinal, hein, qui est le cœur de certaines préoccupations. Qui est le souci de facilitation. Comment on gagne du temps, on se dispense de penser et de chercher, et on se sert de ces outils comme un remplacement à notre travail de recherche en tant qu'étudiant, en tant que chercheur. Effectivement, il ne faut pas exclure que les deux soient concernés. Après, il y a des outils d'IA générative qui servent à la traduction dans nos pratiques de chercheurs lorsqu'on est sollicité pour une publication ou une intervention dans une langue étrangère. Est-ce qu'il faut les associer à ce type d'outils alors qu'il s'agit de traduire nos propres propos? Est-ce que c'est pas encore une autre pratique, un autre outil? Donc voilà, juste quelques petites remarques rapides. C'est qu'on en revient sur, en fait, au final, ce que c'est que l'intelligence artificielle, une question extrêmement complexe. Et est-ce que, parce qu'on intègre une nouvelle fonctionnalité dans un logiciel, d'un coup, on passe à l'intelligence artificielle et il faudrait le diaboliser ou dire qu'on a effectivement complètement délégué nos travaux effectivement, à l'IA? Emmanuel, si vous voulez reprendre la parole. Volontiers, je vais essayer de partager mon écran juste avant ça. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Oui, trop bien. Super. Je vous présente donc une petite page que j'avais créée sur mon site que vous pouvez retrouver, hein, qui est en libre accès sur eneter.fr dans la partie actualité. Si vous remontez à la date de juin 2024, la conférence des doyens s'était réunie à Strasbourg, c'était nous qui accueillions. Et malgré le fait que je ne sois pas doyen, j'ai été invité à participer au débat et j'avais donc créé un peu cette page pour montrer aux collègues ce qu'on pouvait faire ou pas finalement quand on était un étudiant imaginaire, hein, quand on prenait le point de vue d'un étudiant. Parce que j'ai remarqué quand même que parmi les collègues, il y avait
un degré de littératie ou de familiarité avec ces outils qui était incroyablement divers. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont vraiment testé, et pas forcément des gens qui sont dans le champ de recherche du droit du numérique, hein, ça peut être des constitutionnalistes, bon, mais qui ont vraiment très bien testé les outils et qui voient ce que ça peut faire et également ce que ça ne fait pas bien. Alors qu'il y a d'autres collègues qui sont soit dans l'ensemble vide, ils n'ont aucune représentation, soit parfois dans le fantasme, alors fantasme selon lequel ce serait très mauvais, ou fantasme à l'inverse selon lequel ça ferait de la magie. Bref, il y avait beaucoup de mauvaises représentations à débunker. Donc, j'ai commencé par mettre une petite vidéo que vous pourrez regarder si vous le souhaitez, qui vient d'un site que j'aime beaucoup, qui s'appelle code.org, qui est là pour apprendre la programmation aux jeunes enfants, mais qui fait également des explications vulgarisées de techniques informatiques. Donc là, c'est la vidéo sur la façon dont fonctionnent les grands modèles de langage, et dans laquelle la directrice technique de OpenAI à l'école, hein, à l'époque, pardon, mais qui est partie depuis, mais ne faisait pas du tout le mystère de ce que effectivement les outils de type ChatGPT sont des outils d'imitation, non pas des outils de raisonnement au moment où je vous parle, hein. Alors, on sait qu'actuellement, ils cherchent à croiser OpenAI, les grands modèles de langage, avec des modèles de représentation des concepts et du monde qui permettraient d'avoir un raisonnement déductif en parallèle. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, c'est des outils qui fonctionnent par imitation du langage humain, dont ils ont vu des milliards d'exemples dans leur corpus d'apprentissage. Et alors, j'essaie de montrer à nos collègues que les étudiants, parfois, arrivent à en faire des trucs extraordinaires, et parfois, ça échoue lamentablement, et qu'il est très difficile de prévoir facilement dans quel cas ça va marcher, dans quel cas ça ne va pas marcher. Donc, j'avais commencé par leur montrer, vous voyez ici, le petit cas que j'appelais le schéma trouvé. Alors, je me représentais un étudiant qui était absent à un cours et puis qui trouvait ce schéma dans les notes d'un camarade avec le C, le L et le R. Et puis là, je vous ai reproduit copier-coller, hein, la conversation que j'ai eue avec ChatGPT, version 4. Je lui disais que représente ce schéma. Alors, sa première réponse est complètement à côté de la plaque. Il répond que ça doit être du marketing et que C, c'est conception, L, lancement et R, réalisation. Alors que bien sûr, les juristes, vous savez que ce n'est pas ce que je voulais. Mais si je lui pose la question, soit en précisant que je suis étudiant en droit, ça suffit, soit en indiquant, comme sur cette deuxième image, le mot Kelsen à côté du dessin, et ben là c'est parti, il comprend très bien de quoi il est question, il explique que c'est la hiérarchie des normes, il explique que c'est ses constitutions, L ses lois, R ses règlements, ensuite il m'explique un petit peu en quoi consiste la théorie de Kelsen, et puis après je lui soumets une version volontairement fausse de la pyramide dans laquelle il y a la constitution, puis les règlements, puis les lois. Il ne se fait pas avoir, il m'explique que vraisemblablement c'est une pyramide de Kelsen mais qui est inexacte et que je ferais mieux de vérifier mes sources avant d'apprendre cette leçon. Et ensuite, si je lui demande où le droit européen devrait prendre place dans cette pyramide, alors du point de vue du droit français, il m'explique que normalement, on met d'abord la Constitution, puis le droit européen en tant qu'il a le niveau des traités, puis ensuite la loi, puis les règlements. Et je vais jusqu'à lui dire, si maintenant je prends le point de vue de l'Union européenne, est-ce que c'est la même pyramide? Et là, il me dit, ah non, pas du tout. Dans ce cas-là, principe de primauté du droit de l'Union, on devrait mettre le droit de l'Union en premier et on devrait mettre les constitutions nationales en dessous, etc., etc. Et si je lui dis, j'essaie de lui tendre un piège, hein, je lui dis quel est le point de vue le plus valable, il me dit, il n'y a pas de point de vue plus valable, c'est deux points de vue qui sont tous les deux corrects, qui se défendent, voilà les arguments en faveur de l'un, en faveur de l'autre. Bon, et à la fin, je lui ai fait faire des petites pyramides de Kelsen visuelles, donc là, c'est plus ChatGPT, il donne la main à Dali, et je lui ai fait faire une pyramide de Kelsen de Dali. Voilà, donc je suis assez content, je vous la montre. Voilà, ça c'était juste pour le plaisir. Euh, elle est bon. Il y a 3 fois la Constitution, c'est pas trop pourquoi, mais visuellement, elle est quand même plutôt sympa. Donc là, tous les collègues qui pensaient qu'on pouvait rien faire avec ces IA et que c'était lamentable parce qu'ils avaient trop écouté Raphaël Enthoven, je les voyais se tortiller un peu sur leur chaise et s'apercevoir que tous les devoirs maison, hein, comme le disait mon collègue Monsieur Zolinger, il faut faire attention parce que parfois on peut recevoir ce qui a l'air d'être un excellent devoir maison pour lequel la contribution de l'étudiant a été très faible, où c'est contenté d'exploiter un savoir-faire en termes de maniement d'une IA, mais ce n'est pas un savoir-faire en termes de droit constitutionnel. Or, qu'est-ce qu'on cherche à évaluer? Et c'est quand même ça la vraie question. J'ai essayé d'expliquer à mes collègues qu'à mon sens, il faudra évaluer la capacité à manier un outil d'IA, mais dans le cadre d'une évaluation qui a cet objet.
Et puis, à l'inverse, je leur ai montré quand même que parfois, ces outils faisaient vraiment n'importe quoi, étaient extrêmement décevants, même sur des questions triviales, pour montrer, alors surtout aux étudiants, hein, qu'il faut quand même s'en méfier, qu'il ne faut pas du tout prendre ça pour argent comptant. Et je partage tout à fait ce qu'a dit Madame Perret sur le fait qu'il faut en faire des assistants, il faut toujours être plus expert que l'outil. J'ai quand même demandé, sur la suggestion d'un lecteur du journal Le Monde, s'il valait mieux manger pour la santé des œufs de poule ou des œufs de chien. Et ChatGPT m'a répondu qu'il fallait se méfier des œufs de chien parce qu'il y avait des risques de salmonellose et que, par conséquent, si j'en mange, il faut au minimum bien les cuire. Voilà. Donc ça, c'était quand même un choc aussi pour l'auditoire, et cette fois-ci chez ceux qui pensaient que ces outils étaient sur le point de devenir supérieurs au cerveau humain. Tout le discours bullshit qu'on leur vend à longueur de journée, bah, y compris Sam Altman, hein, qui sait très bien faire le buzz et qui sait très bien rester devant les caméras aussi longtemps qu'il en a envie, quitte à dire des choses fausses. Le deuxième cas d'usage complètement raté que j'ai rencontré il y a quelques jours sur LinkedIn, c'était demander à ChatGPT comment est-ce qu'on peut mesurer exactement 4 litres d'eau avec 3 cruches, une de 3 litres, une de 5 litres et une de 4 litres. Bon, vous avez la réponse, vous remplissez la cruche de 4 litres. Enfin, lui, c'est pas ce qu'il répond. Il vous fait des raisonnements en 6 étapes, en 7 étapes. Il remplit des cruches, il en vide d'autres, il en re-remplit d'autres. Il a vu Die Hard, alors je sais plus, c'est le 3, je crois, où on demande à Bruce Willis, pour pas qu'une bombe explose, d'utiliser des cruches dans tous les sens pour mesurer la bonne quantité. Et c'est là qu'on voit qu'il est fondé sur l'imitation. Parce que dans le corpus d'apprentissage de ChatGPT, il y a très certainement des exercices de maths qui ressemblent à ça, et vous n'en avez aucun dans lequel il suffit de remplir l'une des 3 cruches et c'est fini. Voilà, parce que sinon, vous ne mettez pas cet exercice dans un bouquin de maths. Et donc, comme il est habitué à imiter, bah, il fait ce qu'il a déjà vu, c'est-à-dire il remplit des cruches dans tous les sens, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et à la fin, je lui dis, bah, pourquoi tu ne remplis pas juste la cruche de 4 litres? Et il dit, ah bah oui, effectivement. Et c'est tout. Voilà. Voilà. Donc, quand vous remettez votre vie, évidemment, d'un point de vue métaphorique, en tant qu'étudiant, quand vous remettez votre note avec un coefficient important entre les mains d'un tel outil, sans regard critique, sans vérification, sans expertise, vous pouvez aller complètement au casse-pipe. C'est ce que j'essaie de leur montrer. Alors ensuite, j'ai fait des cas d'usage spécifiquement en droit. Et on pourra en reparler évidemment avec le public, mais je ne veux pas garder la parole plus longtemps. Je voulais vous montrer finalement que ce qui était important, c'était de montrer l'extrême variabilité de la qualité des résultats. Et je reviens sur ce qu'a dit Alexandre Zollinger, qui est encore rendu plus complexe par le fait que selon l'outil que vous utilisez, selon la version de l'outil que vous utilisez, c'est extrêmement variable. Les œufs de poule ou les œufs de chien, j'ai essayé avec Google Gemini, il ne se fait pas avoir. J'ai essayé avec Claude d'Entropie qui ne se fait pas avoir. Il n'y a que ChatGPT qui se faisait avoir, y compris la version 4 payante. Hein. Donc on peut se dire, je paye, j'en ai pour mon argent. Eh ben non, hein, ChatGPT à 25 $ par mois, il vous sort les autres chiens. Hein. Voilà. Donc attention, être toujours en maîtrise de l'outil. S'il fonctionne bien, vous gagnez beaucoup de temps. Et c'est pour ça que les avocats, les professionnels du droit vont s'en servir. C'est très clair. Si l'outil a bien fonctionné, vous pouvez gagner 4 heures. Mais parfois, il va vous dire n'importe quoi. Il faut être capable de froisser ce qu'il vous a donné, de le mettre à la poubelle et d'écrire vous-même. Voilà, c'est comme ça, à mon sens, qu'il faut lancer la discussion. Merci beaucoup. Merci pour ce retour. On voit effectivement les grandes limites de ChatGPT. Alors, vous l'avez dit, mais il y a plusieurs modèles qui sont effectivement plus performants, mais dans tous les cas, le raisonnement, la capacité à réfléchir, c'est pas leur domaine de compétence pour le moment. Alors, je vais enchaîner en fait plusieurs questions en même temps, parce qu'elles sont toutes connectées, évidemment. Là, c'était la fameuse question de la compétence. C'est-à-dire que pour utiliser un outil d'IA générative, on va rester sur ces outils-là pour le moment. Hein. On pourra bien sûr changer de thématique tout à l'heure, mais sur les IA génératives, et c'est peut-être rassurant d'un côté, pour les utiliser correctement, il faut avoir une compétence spécifique. Et un des problèmes, c'est justement le fait que derrière, on va potentiellement solliciter les étudiants et leur demander d'utiliser potentiellement ces outils. Alors, à titre personnel, je suis favorable à ce qu'ils les utilisent, mais il faut qu'ils les utilisent correctement et il faudrait qu'on arrive sur la thématique de la fameuse formation. Donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous pensez, à votre avis, jusqu'où on doit aller dans la proposition aux étudiants d'utiliser ces outils-là? Dans vos organisations, où est-ce qu'on en est concrètement sur l'utilisation de ces outils? Est-ce que c'est quelque chose d'accepté, de refuser? Je sais qu'on en avait parlé en amont sur la thématique du plagiat, la fameuse thématique, où à partir de quel moment on estime que l'utilisation de l'outil, ça devient de la triche? À partir de quel moment on estime que l'utilisation de l'outil devient légitime?
Et on en parlait, il me semble, hier, effectivement, avec Madame Perret sur la thématique, les affiches publicité qui étaient faites à l'Université de Bourgogne sur l'utilisation de l'IA de WooFlash, notamment, qui proposait aux étudiants de mettre leurs notes de cours, si je ne dis pas de bêtises, directement dans l'IA, et l'IA va leur générer des exercices. Ce qui pose toute la question, évidemment, de la compétence des étudiants, à savoir connaître la pertinence de l'exercice qu'ils ont sous les yeux. Donc, deux questions en une. Dans vos organisations, concrètement, où est-ce qu'on en est sur l'acceptabilité de ces outils? Et derrière, à votre avis, quel est le niveau de compétences qu'on peut accorder justement aux étudiants dans cette utilisation? Madame Perret, si vous commencez. Voilà, je vais découper une flash pour ceux qui ne connaissaient pas. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant, vous êtes étudiant, vous mettez vos notes de cours, et puis vous allez produire des quiz, et puis vous allez essayer de faire des quiz pour voir si vous avez compris le cours. Après, savoir si les questions sont pertinentes. Je ne l'ai pas encore testé, mais je vais le tester. Savoir si l'étudiant a bien pris ses notes de cours, ça va être la question quand même la plus importante. Et donc là, toute la question qui va se poser aux enseignants, c'est est-ce que je laisse les enseignants, les étudiants qu'avec leurs notes de cours, ou est-ce que je donne mes supports de cours pour que tous les étudiants soient à égalité ou pas? Voilà ce qu'on peut dire. Moi, sur les organisations, je pense que hier, c'est ce que je disais, l'Université de Genève a sorti un guide sur l'utilisation de l'IA dans son organisation, et elle met 3 profils de personnel, qu'ils soient enseignants ou personnel administratif, les corneilles, les pandas et les chats. Je vous invite à regarder leur typologie faite à partir d'une recherche dans leur université, qui renvoie à ce que notre collègue a dit sur certains, les pandas, c'est ceux qui ont un peu peur de cet outil, qui ne voulaient pas trop investir. Voilà. Mais sur l'utilisation de cet outil, on est dans un outil qui paraît tellement magique qu'on a parfois tendance à se laisser entraîner par cet outil. Et notamment, moi, en tant que j'occupais des fonctions de chargée de mission sur la réussite étudiante, et lorsqu'on discute avec plein de collègues, on va se dire, ouais, super, on va mettre en place un tuteur virtuel qui va aider les étudiants, qui va les accompagner. Ça va être super. Mais en fait, lorsqu'on essaye de, quelque part, les dimensions technologiques, ce n'est pas un problème. Les problèmes de ce genre d'outils, c'est de se dire, alors, on a repéré des étudiants qui potentiellement vont pouvoir être à risque de décrochage ou à risque de ne pas réussir, en fonction de notre représentation de ce qu'est la réussite. Chacun peut avoir une représentation différente de ce qu'est la réussite. Et puis, on va faire des suivis, on va avertir l'étudiant en disant, là, ça ne va pas, il va falloir que tu ailles faire quelques exercices. Mais dans ce cadre-là, on oublie tout un tas de dimensions qui ont eu trait au consentement de l'étudiant, au fait que tout le monde n'a pas le même processus et rythme d'apprentissage. Et puis surtout, on est sur, on va dire, on commence à profiler nos étudiants, et elle pose toute une série de questions en se disant, mais finalement, sur quel type de données on va profiler nos étudiants, et puis qui va avoir accès à ces informations? Quelque part, moi, en tant qu'étudiant, on m'a dit que j'avais des très gros risques d'échec. C'est comme lorsqu'on va mettre en place des groupes de niveau dans une classe, où maintenant on parle de groupes de besoins, de groupes de niveau, des fois ça fonctionne, puis des fois ça ne fonctionne pas. Parce que lorsqu'on est, entre guillemets, assigné à résidence, pour faire un parallèle avec d'autres contextes, mais on est découragé. Et l'outil qu'on avait pensé comme un formidable soutien à l'apprentissage des étudiants, mais en fait, il est un formidable soutien de démotivation pour certains de nos étudiants. Donc, en fait, envisager tous les outils qu'on peut penser avec l'IA générative, c'est penser en fait à toutes les dimensions qui ont trait au processus d'apprentissage, au processus d'enseignement, en n'oubliant pas toutes ces conditions sur les effets que ces outils peuvent avoir sur l'individu et sur le groupe dans sa globalité. Et puis, ce type d'outil va poser d'autres questions de manière très concrète. C'est qui va avoir accès à cette information sur les étudiants? Qui va savoir que cet étudiant, potentiellement, il est à risque de décrochage? Et pendant combien de temps on va lui assigner cette étiquette au-dessus de la tête en disant il est à risque de décrochage? Comment on va stocker cette information?
Et là, on rentre dans des débats qui dépassent complètement les questions purement techniques, mais qui renvoient à des questions juridiques et puis à des questions qui ont trait à la manière dont on veut vivre ensemble dans une institution sur ces questions d'aide là aux étudiants. Et pour l'instant, ces questions doivent faire l'objet d'une discussion par la communauté où les étudiants sont représentés, sans les oublier, parce que ce sont eux finalement les principaux destinataires de ces outils. On croit bien faire, mais finalement, il va se poser toute une autre série de questions. Et quand on est avec nos collègues informaticiens, on est tellement bluffé par la magie de l'outil qu'il ne faut pas oublier toutes ces questions qui peuvent se poser pour un processus d'apprentissage. Et puis, si on reprend quelques exemples, eh bien, ces outils de IA générative nous encouragent à regarder, par exemple, une très belle vidéo de Normand Roy, un collègue de l'Université de Sherbrooke, qui montre tous les usages qu'on peut utiliser des différents outils. Et puis, on a pour l'instant des outils qui, par exemple, sont complètement inadaptés pour faire de la revue de littérature en leur demandant d'utiliser une base de données spécifique. Je prends un exemple très simple. Dans mon laboratoire à 50 ans, il a vu à 50 ans d'archives, 50 ans une documentation qui date de 50 ans sur l'éducation. Et tout est sur Zotero. Et que quand on va demander à l'IA d'exploiter Zotero pour faire une revue de littérature, mais il ne sait pas. Voilà. Si on demande des thématiques très singulières, on va être sur des thématiques où, que ce soit Claude, Perplexity, ChatGPT, ou moi je m'intéresse à la réussite académique, eh bien les données elles vont s'arrêter elles vont pas remonter avant les années 2000. Et donc on a des biais, ou alors ils vont inventer des références. Donc en fait, en tant que nous, sur les questions qui nous intéressent avec les étudiants, en tant qu'enseignant, nous, on voit, parce qu'on est expert, c'est pas les bonnes références, que quand il ne sait pas, il va inventer des références. Et donc, moi, je me suis amusée à prendre des profils de mes collègues et à trouver qu'il avait écrit des articles, en fait, il n'avait jamais écrit. Et donc là, c'est vraiment l'expertise de l'enseignant-chercheur qui peut intervenir sur les travaux des étudiants. On a un problématique d'hallucination aussi. Ça a été suggéré à demi-mot, mais c'est un des gros problèmes qu'on a tous avec l'utilisation de ces outils. Notamment, on disait avec Flash, si les étudiants mettent leur cours, est-ce que leur cours est bien pris? Une fois qu'ils mettent le cours dedans et que les questions sont générées, tu es capable de savoir si les questions sont justes, c'est parce que justement l'IA peut se tromper et elle se trompe régulièrement sur certaines thématiques. Monsieur Dollinger, monsieur Netter, qui voudra ajouter quelque chose, reprendre la parole? Ma parole était moins experte sur, là encore, la réponse de l'établissement par rapport à cette question-là. Je vais peut-être commencer. Mon sentiment regarde à la fois de la situation que je peux connaître à l'Université de Poitiers, mais aussi des écoles doctorales auxquelles je peux être associé, desquelles je participe aux formations sur ces sujets-là, et que nous sommes encore à la croisée des chemins, avec peut-être, c'est peut-être la posture du panda, je ne sais pas, mais où la réaction des collègues peut être majoritairement de deux ordres. Soit on fait comme si ça n'existait pas encore et comme si les étudiants n'utilisaient pas et on reste dans nos habitudes. Soit on est conscient du danger et on est dans une dynamique de chercher à identifier où c'est, de chercher à interdire. Donc, effectivement, pour l'instant, c'est proche que je dirais de balbutiement de réponse par rapport au contexte. Et l'idée est bien évidemment de sensibiliser à tout ce dont on a parlé. Et je pense que les actions, enfin, à mon sens, les actions à mettre en œuvre en urgence, c'est le développement de méthodologies spécifiques des premières années de licence pour l'enseignement supérieur, une sensibilisation de toute façon donc sur toutes ces questions, les biais, une typologie des biais, parce qu'on n'a pas toutes les figures de biais en tête. Et des hallucinations, il faut y aller très rapidement. Ensuite, là où on pourrait construire une réponse pédagogique, et c'est là où peuvent figurer les premières préconisations en termes d'éthique de la recherche, se situe dans la transparence par rapport à l'utilisation que l'on fait de l'IA générative.
C'est-à-dire que là où on peut avoir une attente pédagogique, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, comme si les étudiants n'utiliseront pas ces outils, et on ne peut pas supprimer tous les exercices dans lesquels l'outil pourrait avoir une utilité. Par contre, leur apprendre à identifier les limites de l'outil et à l'intégrer dans leur méthode de travail, transparence, nouvelles pratiques de citation, quel est le prompt, quel est le résultat, qu'est-ce que j'en fais, quelle analyse j'en réalise. Je pense que c'est vraiment la direction à emprunter. Mais on n'a pas encore posé les bases pour ce type de réponse. Oui, ce qu'on pourrait dire en complément, c'est que si on regarde d'autres systèmes d'enseignement supérieur, notamment nord-américains, on est là avec des établissements qui ont commencé à réfléchir avec l'élaboration de chartes. On a notamment, dans un contexte européen, les chartes, par exemple, de l'Université de Liège, une charte assez simple, mais qui donne des directives sur l'utilisation de l'IA et la reconnaissance de l'utilisation de l'IA générative par les étudiants. Et puis, l'Université de Lausanne, qui va également avoir mis en place ce type de charte. Mais on a des espaces qui se constituent avec des chartes qui se constituent de part et d'autre, de par le monde, pour l'instant, sans qu'on ait une vision, de mon point de vue, mais peut-être que je me trompe, complètement globale. Mais je crois que notre collègue, il a sans doute aussi des points de vue à apporter avec tout l'intérêt de Strasbourg pour l'IA. Sauf qu'à Strasbourg, effectivement, vous avez déjà réfléchi pas mal à ces questions de présomption de l'utilisation de l'IA. Oui, mais on ne fera pas mieux qu'ailleurs, bien sûr, hein, et je pense que c'est important d'ailleurs de réfléchir en réseau, raison pour laquelle je salue l'initiative de la conférence des doyens qui a proposé de réfléchir vraiment au niveau national. Et je crois que vous m'aviez dit, Pierre, que vous faisiez partie des référents locaux. Et je pense que ce serait absurde de chacun de son côté de chercher à trouver une solution qui ne peut être que collective. Bon. Ceci posé, est-ce qu'il faut, je reprends vos questions, proposer aux étudiants d'utiliser ces outils? Bah, je pense que oui, et j'ai cru comprendre dans ce que vous disiez, Madame Perret, que vous étiez sensible aux questions d'égalité entre les étudiants, et moi je pense que c'est également très important. Or, si on décide que ces outils ne sont pas un objet d'enseignement, ça va créer immédiatement des inégalités entre ceux qui y ont accès par ailleurs, chez eux, dans la famille, parce qu'ils ont des familles de professionnels du droit, parce qu'ils ont un réseau, et puis ceux qui n'auraient que l'enseignement de l'université, et puis qui, par définition, donc, ne progresseront pas dans le maniement de ces outils. Parce que ça s'apprend. C'est une raison d'ailleurs pour laquelle ces outils ne sont pas toujours aussi utilisés que ce que j'imaginais. C'est-à-dire quand on sonde les étudiants, il y en a beaucoup qui se sont découragés assez vite pour les usages un petit peu avancés, parce que ça requiert un petit peu de persévérance et effectivement un peu d'expérience que de faire de bons prompts et d'avoir cette démarche itérative qui est vraiment celle qui a été pensée pour le maniement de ces outils. C'est-à-dire on discute avec eux. Donc il ne suffit pas de leur lancer un prompt très sec et puis de regarder le résultat et de s'en tenir là. Généralement, c'est plutôt décevant. Il faut être capable de rebondir, de les réorienter, de leur donner un petit peu de grain à moudre pour que les réponses soient intéressantes. Raison pour laquelle, d'ailleurs, quand je faisais référence à Raphaël Enthoven tout à l'heure, quand il a fait le tour de tous les plateaux de télé et de radio de France, en se vantant d'avoir fait mieux que ChatGPT, mais il fallait regarder le prompt qu'ils avaient donné à ChatGPT, qui était un prompt nul. Vous aviez un sujet de dissertation, vous n'aviez pas de contexte, vous ne saviez pas quel était le type d'examen qui était passé, à quel niveau, quel serait le type de jury qui lirait le document. Donc, il y avait un prof de philo qui avait refait une vidéo sur YouTube qui était excellente, dans lequel lui, il promptait très correctement ChatGPT et il aboutissait à des résultats qui étaient très très bons sur des sujets de philosophie en principe difficiles. Donc c'est une expertise qui s'acquiert, je pense qu'il faut qu'on cherche à l'enseigner. Après, ça va poser plein de questions, ne serait-ce que avec l'arrivée des outils des éditeurs juridiques. Est-ce qu'on forme plutôt aux LLM généralistes ou plutôt aux outils des éditeurs juridiques? Est-ce que les universités peuvent se payer tous ces outils? Sur quel budget vont-elles prendre les abonnements nouveaux? Parce qu'on sait que nos bibliothèques sont déjà parfois en difficulté avec l'acquisition d'ouvrages et la rémunération des outils classiques de Lexis, de Dalloz, etc. Donc s'il faut payer des accès à Génial, à Lexis Plus, etc., et à ChatGPT, et à Claude, et à Gemini, etc., comment est-ce qu'on fait?
Je suis en train de regarder comment on peut se faire des devis, ne serait-ce que pour que les équipes enseignantes aient accès de façon un peu massive à ces outils. Rien que ça peut déjà coûter extrêmement cher. Et on n'a pas encore donné accès aux étudiants. Donc, ça va être compliqué. Après, sur triche et usage légitime, c'est une question qui est extrêmement difficile. Je pense qu'une partie de la réponse, ça va être de faire l'effort du côté enseignant-chercheur, c'est-à-dire de ne plus tendre les bâtons pour se faire battre, en donnant des sujets de devoirs à la maison classiques, sans recul, sans se demander s'ils sont faisables en claquant des doigts avec un outil d'IA. Ça va être un devoir maintenant pour nous tous de jeter un œil critique sur nos propres exercices maison, mais ce qui est une évolution contre laquelle on ne pourra pas lutter. J'imagine qu'il y a 30 ans, peut-être que des collègues demandaient aux étudiants de simplement faire une recension d'éléments bibliographiques pertinents sur quelques mots-clés. Et à l'époque, il fallait aller à la bibliothèque, y passer des heures, et quand on revenait et qu'on avait une belle liste, c'est qu'on était méritant. Mais aujourd'hui, plus personne ne demanderait le même exercice puisqu'il est réalisé en 3 secondes avec le doctrinal. Donc ce serait absurde. De la même façon, on va être obligé d'évoluer dans nos types d'exercices. Si on veut conserver les grands exercices un peu génératifs, justement, de type dissertation, bon, en commentaire, je les trouve encore pour l'instant plutôt faibles, ces outils, mais en dissertation, ils sont globalement pas mauvais. Il faut les faire sur table, ces exercices-là. Voilà, c'est comme ça. Et pour tout ce qui est mémoire, on sait qu'au moins dans un premier temps, pour faire le départ entre les usages légitimes où l'IA n'aura été qu'un assistant et puis la situation où l'étudiant n'aurait pas fait sa part du travail, la soutenance est quand même extrêmement précieuse. C'est-à-dire que si vous avez ce temps de discussion avec l'étudiant, vous avez très vite fait de repérer ceux qui n'ont pas travaillé le fond de la matière parce qu'ils s'écroulent au bout de 15 secondes de discussion. Mais là encore, ça implique, et désolé d'insister là-dessus, mais ça implique des moyens. C'est-à-dire, si vous voulez avoir des exercices avec soutenance, alors que ça n'était pas forcément toujours le cas préalablement, ça veut dire que soit, comme d'habitude, les enseignants-chercheurs reprennent bénévolement sur leur temps de travail pour faire 30 soutenances, 50 soutenances, 60 de plus dans l'année, soit vous les rémunérez au moins symboliquement pour le faire, et alors où sont les fonds qui vont permettre de le faire, surtout dans le contexte qu'on connaît. Bon, et puis j'insiste aussi beaucoup auprès des collègues qui peuvent m'écouter sur la bibliographie qui me semble être actuellement encore un exercice dans lequel ces outils sont faibles, en tout cas les LLM généralistes. Je ne me prononce pas sur les LLM spécialisés des éditeurs que je n'ai pas encore pu tester de façon avancée. Mais actuellement, moi, j'y arrive pas. Alors, je ne sais pas, Madame Perret, Monsieur Zolinger, mais que ce soit avec Gemini, avec ChatGPT, etc., je n'arrive pas à lui faire une bibliographie crédible, solide, réaliste, que je pourrais annexer à un mémoire. Ils n'y parviennent pas parce que ces documents sont derrière des paywalls, donc ils n'y ont pas accès, donc ils n'y parviennent pas. Et le résultat, c'est qu'actuellement, ça reste une bonne méthode quand même pour obliger les étudiants à faire l'effort, c'est-à-dire de dire, moi, je regarderai s'il y a une bibliographie, et je regarderai si cette bibliographie est sollicitée dans le corps du texte par l'utilisation régulière de notes de bas de page. Or, comme ils auront pu faire produire éventuellement un document assez intéressant, mais sec de référence par un chat GPT, s'ils veulent y intégrer un appareil bibliographique avec des notes de bas de page qui sont à des endroits logiques et qui se servent des documents de façon pertinente, en fait, il faut refaire le travail concrètement. Voilà. Donc actuellement, on a encore un peu moyen de faire la part des choses. Et puis à Strasbourg, on réfléchit, on n'est pas les seuls, à demander aux étudiants je crois que vous le suggériez, Madame Perret, ou je ne sais plus, c'était Monsieur Zolinger, mais d'être transparent eux-mêmes là-dessus, c'est-à-dire qu'on ait une discussion, peut-être sous forme d'une annexe à un mémoire, sur est-ce qu'il y a eu utilisation de l'IA, et si oui, relatez-la. Relatez-la, et au lieu de mettre la poussière sous le tapis, on en fait un objet de discussion avec votre évaluateur. Est-ce que votre utilisation de l'IA a été intelligente? Éventuellement, ça peut être même un élément de valorisation pour un mémoire. Si on me montre qu'on a utilisé l'IA de façon appropriée, comme un assistant, avec réorientation, regard critique, moi je trouve ça excellent, et je serais plutôt du genre à monter la note pour quelqu'un qui a bien fait ça. Et puis, pour la dernière question que vous posiez, Pierre, sur l'IA qui générerait des exercices, bon, comme d'habitude, je m'en tiens à mon credo qui est qu'il faut que l'utilisateur de l'IA soit toujours plus expert. Donc, dans mon monde idéal, c'est plutôt les enseignants, y compris des chargés de TD, qui génèrent des exercices à destination des étudiants. Mais effectivement, ça leur permettrait de gagner beaucoup de temps. J'ai vu des démonstrations. Vous fournissez un cours bien complet à un outil de ce type-là.
il vous fait des QCM. Et alors, mon collègue qui l'avait testé intensivement disait, je crois à peu près, au doigt mouillé, il disait 9 fois sur 10, vous pouvez garder la question et les réponses en l'état et c'est très bien. 1 fois sur 10, il vous propose n'importe quoi. Donc, ça veut dire que si c'est l'étudiant qui génère son propre QCM, ne serait-ce qu'une fois sur 10, il va se faire induire en erreur et c'est un problème et il ne faut pas que ça arrive. Alors que si c'est le chargé de TD, bon, bah, au lieu de passer 3 heures à faire un QCM, parce que c'est très long de faire un bon QCM, il faut beaucoup réfléchir, il faut inventer des réponses fausses, ce qui est très dur. Quand vous connaissez la bonne réponse, il faut inventer des réponses fausses. Là, vous faites générer ça par un outil. En 3 minutes, vous avez identifié les erreurs complètes, vous les avez extirpées et vous livrez ça à vos étudiants. Ils font de l'auto-positionnement, ça ne compte pas pour l'évaluation finale et ça, c'est super. Voilà, ça, c'est un excellent usage, me semble-t-il. Excusez-moi, j'ai peut-être été un petit peu long. Non, En fait, nous, en sciences de l'éducation, c'est l'usage qui en est fait, ou c'est les chargés de cours et les enseignants-chercheurs qui utilisent cet outil pour mettre à disposition aux étudiants justement les bons QCM. Mais ça pose une autre question liée à cette question des coûts. Il y a les coûts, mais il y a aussi le fait que si on n'investit pas vers ces outils, les étudiants, eux, ils sont sollicités pour utiliser ce type d'outils. Des outils payants en ce moment sur Instagram, ils sortent et ils reçoivent des notifications où on leur dit réviser avec telle appli, réviser avec telle appli. Et en fait, on a la même à l'université. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on se met en concurrence ou pas avec ces outils privés, ou est-ce qu'on est un établissement public qui a notre type d'outils pour rentrer en concurrence ou pas avec ces entreprises commerciales. Donc c'est une question qui peut se poser à tout établissement. Et puis en termes de coûts, il y a donc ça génère des coûts aussi. Est-ce qu'on va aussi nous construire en tant qu'établissement de recherche, d'enseignement supérieur, des outils qui nous soient propres et qui soient non dépendants des GAFAM, sachant que les IA et les IA génératives, elles sont entraînées sur certaines données. Ces données ont des biais culturels notamment. Si vous souhaitez faire des requêtes en arabe, vous n'allez pas y arriver, ça ne marche pas bien parce qu'ils ont peu de références. Pour l'instant, il y a peu de références. Et donc, on est sur un modèle qui est un modèle très occidental, avec une pensée très orientée anglo-saxonne, qui peut poser un certain nombre de questions sur certaines problématiques et dont chacun doit être conscient lorsqu'il utilise ce type d'outils. On a des biais cognitifs, mais aussi un ensemble de biais qui sont des biais culturels qui ne sont pas à sous-estimer et qui vont influencer, moi si je prends par exemple sur la question de la réussite étudiante, lorsqu'on va lui demander quel est l'état de la recherche de la réussite étudiante en France, les seules références qui vont nous sortir, c'est des références nord-américaines. Et aucun des travaux de nos collègues francophones qui vont avoir une autre approche, parce que dans un système nord-américain, on a un système avec des droits d'entrée, des coûts d'inscription très fortes, et donc la problématique se pose de manière complètement différente, qui n'était pas appréhendée par la littérature nord-américaine. Donc on a tout cet ensemble de points qui ne sont pas à négliger et qui dépassent le seul usage de l'outil. Et sur les questions de bibliographie, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. C'est l'un des points qui permet d'avoir un regard, mais on peut aussi, je vais reprendre le cas de l'Université de Liège, où ils demandent à leurs étudiants de mettre les prompts dans les mémoires. Vous avez utilisé vos prompts, montrez-nous vos prompts. Voilà. On peut étudier les prompts. On a des collègues chirurgiens qui utilisent des prompts sur YouTube. Vous allez voir plein de comment prompter quand on est chirurgien. Il y a plein de vidéos YouTube qui expliquent comment prompter. Donc on a tous ces points-là qui peuvent être intéressants à avoir en tête et pas seulement se dire c'est utilisé, c'est pas bien, on va l'interdire. Mais si on l'interdit, on génère moi, ce que je voulais dire, et que je disais à mon collègue, il y a une étude qui est un petit peu ancienne, qui date de la fin des années 2010, 2019, je crois, faite par nos collègues de l'Université de Rennes, qui montrait que 7 étudiants sur 10 de l'enseignement supérieur avouaient avoir déjà triché. Donc voilà, c'est un constat. L'IA fait ressortir d'un seul coup cette question de la triche, de la fraude des examens, et introduit plein de questions. Mais quelque part, on fait émerger on pense que fait émerger un nouveau problème,
mais en fait, il pose plutôt la question de la relation pédagogique et du contrat qui est passé entre étudiants et enseignants. Et finalement, qu'est-ce qu'on attend d'évaluation? Parce que le point délicat et qu'on voit là ensemble aujourd'hui, c'est pas comment est-ce qu'on peut enseigner avec l'IA, c'est plutôt, l'IA, ça ne permet plus de certifier les connaissances et compétences des étudiants. Et derrière, dans notre système éducatif et dans notre système universitaire français, on utilise les examens pour certifier d'un niveau d'acquisition de connaissances et de compétences. Et donc là, toute la question qui se pose, c'est parce que c'est également un outil qui va être utilisé comme signal sur le marché du travail. Donc on est dans un contrat pédagogique avec les enseignants et puis un contrat avec l'ensemble de la société sur la valeur de nos évaluations, les évaluations que nous menons. Et donc là, on a une espèce de rupture qui fait qu'on est dans un moment type un peu compliqué. Mais finalement, est-ce qu'on attend, nous, en tant qu'enseignants, de l'évaluation qu'elle certifie à un moment T d'un niveau, et dans une évaluation certificative qui est nécessaire pour le marché du travail, pour l'accès à certaines formations? Ou est-ce qu'on considère que l'évaluation est là pour aider les étudiants à apprendre et on est dans une vision plutôt formative? C'est tous ces débats-là, en fait, qui viennent agiter, de mon point de vue, le recours à l'IA par les étudiants et qui posent un certain nombre de questions à tout enseignant face à tous les étudiants. J'aimerais bien qu'on revienne sur effectivement cette thématique-là, c'est un peu spécifique de l'utilisation, la bonne et la mauvaise utilisation. Qu'est-ce qui est une bonne, qu'est-ce qui est une mauvaise utilisation d'outils par les étudiants? Donc, juste pour deux remarques, pour rebondir sur ce qui avait été dit, parce que ce qu'on n'en avait pas parlé en amont de ça, on parlait de la question de l'égalité des étudiants face aux outils. Mais en fait, j'ai une importance à l'égalité des facultés et tout simplement face aux outils eux-mêmes. Les facultés qui ont les instituts, tout simplement, qui ont le plus d'argent vont pouvoir se fournir en outils et vont pouvoir former parfaitement leurs étudiants et leurs enseignants, et ils auront des contenus, on a déjà une inégalité existante, de toute façon, en termes de matériel informatique, tout simplement. Et sur la deuxième thématique de la bibliographie, aujourd'hui, on a des outils, justement, qui règlent en partie le problème, qui permettent d'avoir un lien direct, l'information générée par l'intelligence artificielle, et un lien direct qui ouvre le document où il y aurait l'information, en soulignant le paragraphe où il y aurait l'information, ce qui permet aux gens compétents, encore une fois, de vérifier tout de suite ce que l'IA n'a pas raconté n'importe quoi. Donc ça sert bien, mais par contre sur ChatGPT, effectivement, c'est grand n'importe quoi sur le référencement. Il est assez incompétent là-dessus. Pour revenir donc sur la thématique de l'utilisation, en fait, la question que je vous pose, la question qu'à mon sens on devrait se poser, c'est à quel moment on estime que cette utilisation devient illégitime. Et en fait, à plusieurs stades. On a le stade juste de l'étudiant qui s'entraîne, c'est-à-dire qu'il va tout simplement prendre son cours et réviser avec, il va réviser avec l'IA. Donc déjà, je pense qu'a priori, on est sur une consensus peut-être sur la légitimité. Ensuite, sur l'utilisation de l'IA dans les exercices qu'il va effectuer. Jusqu'où on peut le laisser pour les devoirs maison, mais aussi tout simplement les devoirs faits en travaux dirigés, éventuellement en séance, les effectuer avec l'intelligence artificielle. Et ensuite, sur la question d'évaluation sans stricto sensu, c'est-à-dire notamment en examen, c'est-à-dire à quel moment on leur laisse l'utiliser. Parce que je sais que certains examens dans certains instituts laissent tous les outils à disposition, mais ils n'ont pas pensé l'IA, c'est juste qu'ils laissent Internet, ils laissent l'ordinateur. Donc les étudiants qui voudront utiliser l'IA pourront l'utiliser. Et donc à ce moment-là, c'est à votre avis, à partir de quand on a cette frontière de la légitimité? Et à partir de quand on peut envisager la fameuse question. Alors, je parle du plagiat, mais en fait, c'est une sous-thématique, c'est-à-dire que le plagiat, c'est réducteur. Il n'y a pas, à mon sens, beaucoup de cas, vous me direz évidemment ce que vous en pensez, pas forcément beaucoup de cas dans lesquels on serait sur une situation de plagiat, mais une situation de triche au sens large, peut-être plus. Est-ce que vous voulez peut-être reprendre, est-ce que vous voulez que je diffuse d'ailleurs les éléments que vous m'aviez envoyés éventuellement? Ce serait la question de la fraude. Peut-être, oui, la quatrième slide. Moi, ce que je peux dire là, c'est que j'attends vraiment, moi, là, en tant que juriste, votre rapport, parce que nous, on a été confrontés à un problème d'un mémoire réalisé avec l'IA et que la personne concernée, alors une personne étudiant, nous a demandé, prouvez-moi que c'est pas moi qui ai fait le devoir. Et là, nous, en tant qu'enseignants, eh bien, on était complètement démunis parce qu'on voyait bien que c'était pas la personne, mais on était démunis face à On peut commencer par la deuxième. Je pense que ça peut être un point important. Oui, bien sûr, mais en fait, il y a une espèce de hiérarchisation des éléments de réponse à donner.
Pour déterminer déjà ce qui serait légitime ou pas, si j'évoquais des nouvelles pratiques de citation et on parlait de bibliographie, je pourrais sensibiliser notamment, enfin, renvoyer les étudiants au style bibliographique qui peuvent exister et qui sont préconisés dans certains champs disciplinaires et ainsi qu'à l'étranger, notamment le style APA, que nous, les juristes, on n'utilise pas en France, mais à l'étranger, c'est ça utilisé. Voilà, le style APA s'adapte à l'IA générative et dans les éléments qui sont bien codifiés, qui commencent à se dégager pour identifier les bonnes pratiques, il y a l'identification du prompt, l'identification d'outils, la version d'outils, voilà. Tous ces éléments-là qui nous permettent d'identifier un petit peu ce qui a été fait. Donc l'idée de transparence me semble fondamentale pour répondre à cette question. Et la difficulté, c'est de déterminer si on est en présence d'une fraude ou pas. D'un point de vue disciplinaire, les triches, elles sont appréhendées sous le prisme de la fraude. Alors, on a un article du Code de l'éducation que vous pouvez voir là, qui donne les deux fondements possibles à une action disciplinaire. Alors, la notion de fraude, c'est ce qui va être utilisé pour les mauvais usages type plagiat qui seraient commis par des étudiants, alors que l'alinéa suivant, elle est fait de nature portée atteinte à l'ordre ou bon fonctionnement et à la réputation de l'université. C'est plus ce qu'on sollicitera pour les mauvaises pratiques des enseignants-chercheurs. Ou chercheurs. Donc, le problème, c'est comment identifier l'existence d'une fraude dans cette utilisation de l'IA générative. En quoi consisterait la fraude? En quoi c'est illégal d'utiliser une IA générative? En matière de plagiat, c'est assez évident parce qu'il y a un parallèle qui se fait avec un comportement qui est le délit de contrefaçon, qui est la méconnaissance d'un droit de propriété intellectuelle et du droit d'auteur. Mais quand on utilise l'IA générative, on reprend les mots de personnes, on va reprendre des mots qui vont être générés automatiquement en application de l'algorithme. Et en fait, c'est plus de un résultat, on a vu, c'est plus de la probabilité statistique qu'une vraie expression. Donc, on porte atteinte à personne. Où se situerait le problème? La grille de lecture classique a du mal à se transposer à ce genre de situation. Alors, j'aimerais renvoyer non sur le tout dernier, peut-être certaines réponses qui commencent à émerger portent sur, alors je évoquais les lignes directrices de la Commission européenne sur l'utilisation responsable de l'IA générative dans la recherche, qui insiste sur cette obligation de l'utilisateur à une transparence dans l'utilisation qu'il fait de l'outil. Donc c'est vraiment cela qui semble se dégager un peu dans la continuité de ce que le règlement sur l'intelligence artificielle, le règlement européen pose à l'article 50, dans cette obligation de transparence. Et je voulais aussi partager avec vous les solutions les solutions retenues par certains règlements d'examen d'établissement. En fait, le problème, c'est que face à cette situation-là, les réponses sont pour l'instant assez dispersées. Je rejoins parfaitement ce qu'a dit mon collègue Netter sur le professeur Netter sur la nécessité de penser ces problèmes de manière concertée. Mais pour l'instant, au niveau canadien, des réponses sont fournies dans les règlements d'examen, mais ce sont des réponses assez divergentes. Et la réponse qui est dégagée par l'université de Sherbrooke me semblait intéressante dans le fait qu'il consacrait un article unique au plagiat et à l'utilisation de l'IA générative. Et je voulais juste rapidement le partager avec vous. Il sanctionne le fait de commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, le travail d'une autre personne, des passages ou idées tirés de l'œuvre d'autrui ou du contenu de toute forme généré par un système d'intelligence artificielle, ce qui inclut notamment le fait de ne pas indiquer la source et la référence adéquate. Donc en fait, ce qu'on vient sanctionner, c'est pas tant le fait de reprendre des mots d'autrui, c'est le fait de faire passer pour sien des mots qui ne sont pas les nôtres, et sans le dire. Et donc, ça rejoint la question des bonnes pratiques de citation et de la transparence méthodologique quant aux outils qu'on emploie. Et je pense que, enfin, moi, je situe là,
la limite entre ce qui serait légitime et illégitime. Après, la grande problématique qui a été ouverte par ma collègue, c'est quand bien même on a ce prisme-là, comment on l'applique, comment on détecte et comment on prend en considération. Vraisemblablement, il a utilisé l'IA générative sans le signaler. Comment je le prouve? Qu'est-ce que j'en fais? Je peux rebondir là-dessus. Santer. Oui, mais je partage totalement ce qui vient d'être dit. On s'aperçoit en écoutant un spécialiste de propriété intellectuelle qu'avec la contrefaçon, on amalgamait en quelque sorte deux aspects de la triche, qui était la déloyauté à l'égard de l'auteur dont on s'attribue le travail. Et ça, c'est quelque chose qui est efficace dans le paradigme habituel d'un texte qui est protégé par le droit d'auteur. Et une deuxième déloyauté qui est une déloyauté à l'égard de l'évaluateur et du système d'évaluation. Et le problème, c'est qu'avec l'IA, on n'a plus la première composante, mais on a encore la deuxième. Et donc, il faut refaire apparaître le problème de la triche pour ce qu'il est, c'est-à-dire finalement, c'est déjà un problème en soi d'essayer de tromper le système d'évaluation, quand bien même il n'y aurait pas de grief à l'égard d'une chercheuse ou d'un chercheur préexistant. Et c'est pour ça que je vous parlais de cette annexe IA à laquelle on réfléchissait à l'Université de Strasbourg et dont je sais, parce qu'ils me l'ont dit, que l'Institut national du service public, ex-ENA, y réfléchissent également. C'est parce que précisément, ça revient à faire ce qu'essaie de faire Sherbrooke, c'est-à-dire que comme vous avez créé une obligation déclarative, vous pouvez ensuite reprocher à l'étudiant de l'avoir violée. Voilà. C'est-à-dire que s'il est explicitement obligatoire de déclarer un usage de l'IA, ça permet d'objectiver le fait d'avoir caché cet usage sans avoir à passer par le truchement d'une contrefaçon dont on voit bien que techniquement, elle ne tient pas la route en termes de qualification juridique. Mais subsiste le problème que vous venez de soulever, qui est le problème de, à partir du moment où vous avez interdit à quelqu'un de dissimuler son usage de l'IA, mais que vous n'êtes pas capable de l'attraper s'il essaye quand même, vous manquez de crédibilité. Et alors là, c'est vrai que c'est très compliqué parce que moi, ce que je retiens actuellement du paysage technique, c'est que les outils qui prétendent détecter des utilisations de l'IA sont des outils qui ne sont pas fiables. Voilà, malgré ce que disent les sociétés qui les déploient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un pourcentage même relativement faible de faux positifs et de faux négatifs, vous ne pourrez pas vous appuyer sur ces outils dans un contexte disciplinaire. Pour faire partie des gens, je ne sais pas s'ils sont nombreux, mais qui de temps en temps essayaient bien d'envoyer des étudiants devant les sections disciplinaires pour des faits graves, les étudiants ont parfois réussi à jouer sur une prétendue incertitude dans le déroulement des faits, alors qu'il n'y en avait aucune en réalité. Hein. C'était gros comme une maison qu'ils avaient triché, mais dès qu'il y a le moindre doute, le conseil de discipline a tendance à trembler et à retenir ses coups, y compris contre des fraudes que personnellement je trouvais extrêmement graves. Donc il est évident que si vous commencez à essayer de sanctionner disciplinairement des étudiants sur la base du diagnostic d'un outil de prétendue détection d'IA générative dont on peut facilement attester qu'il fait 8% de faux positifs, jamais la section disciplinaire ne suivra. C'est évident. Donc là, vous avez un problème, c'est-à-dire qu'à la fin, vous essayez de créer un cadre, une charte qui en soi suit une direction intelligente, mais vous manquez d'effectivité dans la mise en œuvre. Et là, je n'ai pas de réponse, pour être très honnête. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la capacité, comme je vous le disais, à aller chercher la vérité par une discussion qui prend la forme d'une soutenance, par exemple, si c'est un mémoire qui est rendu sans aucune forme de soutenance, et ça existe chez moi, par exemple, hein, il y en a, vous risquez de vous faire rouler dans la farine. Et si on a cette obligation déclarative, cette annexia qui existe pendant plusieurs semestres ou années, mais qui se sait entre étudiants qu'on peut, pardon pour l'expression triviale, mais pipoter les profs et que ça ne se remarque jamais, très vite, on perdra en crédibilité et cet outil périclitera. Donc voilà, pour l'instant, moi, je n'ai pas tellement la réponse. Je ne crois pas qu'on ait de baguette magique. La direction qui vient d'être suggérée est manifestement la bonne, mais quelqu'un qui cacherait habilement son usage de l'IA, actuellement, il est inattrapable. Et ça pose même le problème, et je vais finir de boucler la boucle, ça pose même le problème d'une contrefaçon augmentée par l'IA aujourd'hui. Là, je reviens à la vraie contrefaçon. C'est-à-dire, vous voulez vous attribuer, je ne sais pas moi, un papier de Carbonnier, de qui vous voulez. Aujourd'hui, vous dites simplement à l'IA, paraphrase-moi ça, et vous le copiez-collez.
Et là, l'enseignant-chercheur, même vigilant, qui est habitué à essayer de fouiller dans sa mémoire pour retrouver où on a pu aller piquer le texte qu'il a sous les yeux, là, il ne le reconnaîtra plus. Et on sait que des étudiants commencent à faire ça. Ils commencent à paraphraser de la doctrine avec de l'IA. Et là, honnêtement, c'est impossible à prouver. Et c'est même pour vous, en tant que lecteur, vous sentez qu'il y a un problème, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. C'est terrible. Donc voilà, on va avoir bien des difficultés. Hein. On n'est qu'au début des problèmes. Ça entraîne un certain nombre de changements dans certains systèmes éducatifs. Si on prend par exemple les écoles d'ingénieurs au Maroc, certaines n'utilisent plus de mémoire de fin d'études, en Turquie aussi. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était plus la modalité qui était pertinente. Et donc on repasse sur des grands oraux. Donc on passe sur de nouvelles modalités d'évaluation. Je pense qu'en fait, de regarder un peu ce qui se passe en dehors de la France et d'avoir un peu cette vision du ailleurs nous permet d'enrichir notre réflexion. Et puis surtout, la grande question, pour l'instant, on a tout le monde parle de l'IA. Tous les jours, il sort quelque chose sur l'IA. C'est impossible à suivre tellement il sort de choses sur l'IA. On en discutait hier avec les collègues, mais il faudrait qu'on ait dans 4 heures par nuit qu'on fasse que ça pour arriver à suivre. Avec tous les outils, avec l'outil, quand je suis étudiant, je suis stressée, comment je fais pour pas être stressée envers mes études, mais même pour les étudiants. Il y a tellement d'outils que ça veut bien se demander quel est l'outil pertinent ou pas utiliser. Mais la vraie question, on a des comptes rendus d'utilisation de l'IA, comment les étudiants utilisent l'IA, qu'est-ce qu'ils font de l'IA, etc., les problèmes que pose l'IA. Mais on ne se pose pas la question de pourquoi les étudiants utilisent l'IA. Et peut-être que là, c'est un point qui pourrait être intéressant à se questionner, c'est pourquoi vous, ici, vous êtes dans la salle, moi j'aimerais bien que vous participiez, vous me dites, pourquoi j'utilise l'IA? Finalement, je préfère l'utiliser. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que là, nous, on a parlé, mais ce serait bien aussi que vous participiez et que vous me donniez un peu votre avis. Je vous avais levé la main, je vous encourage à nous faire partager. Pourquoi vous l'utilisez? Qu'est-ce qui vous motive? Et qu'est-ce qui ferait que, dans quel contexte vous n'auriez pas envie de l'utiliser? Bonjour, moi je m'appelle Jean-Noël. Alors, l'IA, pourquoi je l'utilise en ChatGPT? Je pars du principe que par rapport aux études que j'ai faites, je n'étais pas très fort à l'école et que par rapport, grâce à ces outils-là, ça me permet par rapport à ce que au devoir qu'on me demande de faire toute la partie rédaction, syntaxe, grammaire, tout ça, et la formulation qui est attendue des profs au niveau du devoir, ça me permet de pouvoir le rédiger comme ça. Par exemple, je donne un exemple, j'avais envoyé à M. Pierre mes rapports de stage que j'ai fait durant mes licences. Là, et le retour qu'il m'a dit par rapport à ça, j'étais très content du retour qu'il m'a dit que mon rapport, il est très structuré, il est bien. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que moi, j'avais préparé mes rapports, j'avais fait des bouillons, il y avait beaucoup de fautes, mais j'avais un sens de comment je voulais qu'il soit défini mon rapport. Et ChatGPT m'a permis de structurer correctement mon rapport de stage comme je voulais. Après, il faut savoir qu'il faut vraiment travailler avec l'outil, lui redemander de reformulation, de réécriture. Voilà, il faut lui apporter beaucoup d'informations pour pouvoir accéder au discours ou au texte qu'on veut par rapport à ça. Donc, en gros, ChatGPT, ça nous permet en fait de simplifier. On a un raisonnement, de nous donner le raisonnement qu'on souhaite comment expliquer ça? En fait, ça nous apporte la réflexion qu'on cherche. En fait. Voilà, ça nous aide au lieu qu'on passe, par exemple, 5 heures à rédiger un devoir, ça nous aide à structurer le devoir en 2 heures. Donc, si j'essaye, moi, d'analyser, de reprendre ce que vous me dites, je dirais que ça vous donne confiance en vous. C'est ça. Ça vous permet de vous appuyer sur quelque chose pour avoir plus confiance en vous. Quelque part, c'est un facteur qui va vous aider à réussir aussi. Et puis là, en fait, ça vous permet de vous conformer aux attentes en termes de forme des enseignants. C'est ça les 2 points, parce que là, d'après ce que je comprends, c'est pas sur le fond que
que là, l'utilisation de ChatGPT vous a aidé, mais c'est plus pour répondre aux attentes des enseignants en termes de forme sur un certain type de besoins. C'est bien ça, oui. Je profite tout de suite pour demander si jamais certains ont des questions, n'hésitez pas tout de suite à lever la main et à intervenir. Voilà. Est-ce que parmi vous, il y en a d'autres qui l'utilisent pour d'autres raisons? Oui. Moi, personnellement, je l'utilisais, j'ai eu un parcours AES, donc moitié juridique, moitié économique. Et merci. Et du coup, c'est aussi sur la simplification des révisions. Donc, ayant pris beaucoup de cours, beaucoup très longs, on parle vraiment certains fois de 80-100 pages de révision. Donc, ce que je demandais à ChatGPT, c'est dans un premier temps faire un petit résumé de ce que j'avais structuré comme un plan détaillé, mais beaucoup plus descriptif. C'est pas juste un plan simple. Et pour avoir du comité général de comment je peux en fait m'organiser, de quel point en fait je peux en fait commencer au niveau de mes révisions, et ensuite je suis en fait avec tous les autres cours. Mais c'est vraiment organisationnel, c'est pas vraiment de me donner des réponses ou que ce soit. Donc, voilà, je parle de ce que comment j'ai utilisé l'intelligence artificielle générale. Bon, donc pour vous, c'est en fait donc des questions d'organisation et des questions de gain de temps, et ça vous a permis de dégager du temps. Et finalement, ce temps dégagé, donc c'est un support. Voilà. Est-ce que du coup, c'est une vraie question, votre temps dégagé, vous l'utilisez à quoi? C'est ça. Pour avancer dans les autres matières. Genre, j'ai 10 matières dans un examen. Dans un partiel, pardon. Donc, à la place de passer, je ne sais pas, 5 heures dans un examen, je préfère passer dans une matière, pardon, donc je préfère passer, je ne sais pas, 3 heures pour tout de suite, en fait, avancer mes révisions avec notre matière. Donc, c'est pas une question de temps. Après, sachant que, voilà, avec l'organisation à l'université, on termine, je ne sais pas, nos cours une semaine avant les examens. Et donc, je ne dis pas que l'on fait les révisions à la dernière minute, mais voilà, c'est efficace dans ce point de vue. Alors, je voudrais revenir sur la sanction de la fraude que vous avez évoquée. Alors, je m'adresse notamment aux juristes, mais pas seulement. Je me demandais s'il n'y avait pas moyen de ruser. C'est-à-dire que, de ce que j'ai compris, vous êtes parti du principe qu'il fallait sanctionner la fraude, ou en tout cas que vous alliez sanctionner la fraude. Donc, au lieu de noter, vous vous engagez dans un processus dont la preuve est quand même assez difficile à rapporter, pour derrière ensuite partir sur du disciplinaire. Et donc, la charge de la preuve de la fraude pèserait sur vous. Mais je me demandais si, je n'ai pas réfléchi à la question, donc c'est vraiment un questionnement, si au lieu de passer sur cette preuve de la fraude qui est finalement difficile à rapporter en disciplinaire, ce serait finalement de ne pas inverser ce rapport de force, et au lieu d'aller en disciplinaire, simplement mettre une mauvaise note à l'étudiant. Je lui mets 2 parce que je suis parti du principe. Encore une fois, je pense que effectivement ici il y a un mémoire qui a été rédigé entièrement par ChatGPT, peu importe. Et donc je mets 2 à l'étudiant et j'attends que ce soit lui qui vienne vers moi. Et auquel cas il y aurait cette inversion. Ce n'est pas à moi de me battre contre la fraude, c'est à lui de démontrer qu'il n'a pas fraudé et qu'il ne mérite pas ce 2. Sachant que, alors, et là je parle sous le contrôle de Maximilien, publiciste, de mémoire, lorsqu'un étudiant souhaite agir contre une note devant le tribunal administratif, il me semble que les juges de droit public se déclarent incompétents pour juger une copie. Donc je me demandais si finalement on ne pourrait pas faire ça, c'est-à-dire qu'au lieu de nous battre contre la fraude, c'est attendre que l'étudiant vienne se battre contre sa mauvaise note. Et finalement, on dit, voilà, on verra un étudiant qui se bat corps et âme en disant non, je vais travailler, je vous montre que j'ai travaillé. Et un étudiant qui se dit, bon, ok, j'ai pas travaillé, et donc, est-ce que je la ramène devant le prof ou pas? Il m'a mis 2, il m'a mis 4, peu importe. Et donc, voilà, je me demandais si la charge de la preuve
d'une contestation de la mauvaise note pèse sur l'étudiant, pèse encore sur l'enseignant. Merci beaucoup. Alors, c'est une question très, très importante. Alors, je n'avais pas développé ce point, mais le professeur Netter l'avait évoqué. Si théoriquement, on peut envisager la sanction d'une fraude et faire émerger l'utilisation non signalée d'IA comme une nouvelle catégorie de fraude, pratiquement, je ne vois pas de manière de mettre cela en œuvre aujourd'hui, pour les raisons qui ont été signalées, qui sont des problèmes de détection et de charge de la preuve. L'esquive que vous suggérez me semble difficile à mettre en œuvre. Alors, je pense qu'en l'absence de possibilité de solutions juridiques et notamment disciplinaires à ce problème, la réponse est pédagogique et d'encouragement aux bonnes pratiques pour sensibiliser à l'intérêt d'avoir une bonne méthodologie de recherche, notamment au regard des biais dont on a parlé. Pour l'instant, on est relativement désarmé et du coup, je pense que c'est déjà un beau terrain à investir. Maintenant, la notation, où est-ce qu'elle intervient dans ce cadre-là? La notation ne peut-elle pas être considérée comme une sanction à part entière? Le CNED avec lequel on a... Alors, il n'y a pas encore de contentieux accessible sur ce sujet-là, mais le CNED avec lequel on est en train de nouer un partenariat nous fait part de ses difficultés les plus vives à répondre à cette problématique-là. Ils se sont rendus compte que sur les devoirs qui étaient réalisés par hypothèse à distance, ils arrivaient à des taux qu'ils pressentaient être proches de 100% de contenu généré par intelligence artificielle. Donc, valider avec de très bonnes notes, sans avoir le sentiment que les compétences évaluées étaient présentes. Alors qu'ils ont des missions diplômantes. Le CNED a des missions diplômantes. Et donc, leur réponse a été celle-ci, de dire, on va, dès lors qu'on a une forte intuition, on va dégrader les notes et mettre vraiment des mauvaises notes. Et ils ont eu des plaintes, des recours, et à chaque fois, ils se sont trouvés confrontés exactement à la même difficulté. Alors, c'était peut-être dans le cadre de ces missions diplômantes, ce qui est un petit peu différent, mais si on aboutit à une invalidation d'un diplôme, on aurait exactement le même problème, et le problème de preuve de l'utilisation, de la justification de l'invalidation du diplôme, qui est la résultante de la mauvaise note, et là, zéro réponse. Je pense qu'effectivement, l'idée est suggérée parce que c'est une pratique qui est effectuée à un autre stade, effectivement, d'ores et déjà. Et quand on est chargé de travaux dirigés, qu'on constate une copie qui est clairement une copie avec du plagiat et des copier-coller, il n'y a pas de procédure administrative derrière, c'est simplement on met la mauvaise note, ou soit un 0, soit une note moins importante en fonction de l'étudiant. Voilà. Et c'est une pratique qui se fait à ce stade-là et qui effectivement posera le problème du recours. Qui se fait, mais si vous n'avez pas de grille d'évaluation qui vous permette de justifier cette notation, vous pouvez avoir des recours et vous êtes totalement coincé puisque vous êtes censé avoir une grille d'évaluation, d'évaluer les travaux en fonction de cette grille d'évaluation. Et donc, si vous l'évaluez d'une autre manière, il faut que vous justifiez de la manière dont vous évaluez. Et si vous avez un recours d'étudiant, comme nous, comme l'exemple qu'on a pu avoir à l'Université de Bourgogne, vous perdez. Ouais. Si j'essayais de dire, OK, nous, on pense que le travail est réalisé pas avec un outil, surtout que c'était marqué, réalisé, personne n'avait oublié d'envoyer un peu. Voilà. C'est transparent. Oui, mais là, c'était. Voilà. Et on dit, OK, il y a des enquêtes de terrain, on veut avoir accès au terrain, on nous dit, il y a le RGPD. Et donc, vous ne pouvez plus avoir accès au terrain. On est complètement bloqué, en fait. Juste un instant, vous avez fait ce point, l'argumentaire qui avait été utilisé justement par RGPD, concrètement, c'était lequel de l'étudiant en question? Eh bien, que l'anonymat des données lui empêchait de donner accès aux données que la personne avait utilisées pour réaliser ce. Et qu'il y avait bien eu une collecte de données. Alors que nous, on n'est pas celui qui a fait de collecte de données, parce qu'en 15 jours, faire une collecte auprès de collégiens à Guadeloupe, dans différents collèges en week-end. Professeur Netter, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette thématique?
Bah, peut-être pour répondre à la question qui a été posée, une anecdote de début de carrière. Je m'aperçois qu'un mémoire de master 2 a été plagié, mais cette fois-ci à l'ancienne, hein. Je reconnais notamment, une tribune, enfin une intervention de colloque complète, d'un collègue, je la connais très bien, donc je la reconnais en la voyant au bout de 3 lignes. Bon, elle avait été copiée-collée in extenso, ensuite, un morceau d'un blog d'avocat copié-collé in extenso et cetera. Je trouve tout ça et je demande à ce qu'on saisisse le conseil de discipline. L'administration me fait redescendre les instructions suivantes. Le conseil est saisi. En attendant, vous devez mettre une note à la copie en procédant comme si la copie avait été composée par l'étudiant, car en tant qu'enseignant-chercheur, vous n'avez aucune compétence pour déclarer qu'il y a plagiat. Seule la section disciplinaire dispose de cette compétence. Donc, même dans un cas où j'avais agrafé en annexe de la copie les documents d'origine dont on pouvait constater qu'ils avaient été copiés-collés sur 20 pages, il m'avait été encore demandé d'attribuer une note fictive à la copie comme si elle était de la main de l'étudiant. Je vous laisse imaginer, mesdames et messieurs, la difficulté de l'exercice intellectuel. C'est à la limite de l'absurde. Mais c'est pour vous dire que la règle, c'est qu'en tant qu'enseignant-chercheur à votre niveau individuel, vous ne pouvez pas déclarer qu'il y a fraude. Vous n'avez pas la compétence pour le faire. Donc, ce que vous suggérez, monsieur, ça impliquerait de déguiser votre constat de fraude dans la mention que vous mettez en tête de copie et de faire semblant qu'en réalité, ce sont les qualités intrinsèques de la copie, si elle était de la main de l'étudiant, que vous attaquez. C'est-à-dire qu'au lieu de dire ChatGPT 2, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous pourriez dire cette copie est mauvaise, c'est un mauvais commentaire de l'arrêt, c'est une mauvaise dissertation. Dans une hypothèse où, si je vous suis bien, monsieur, peut-être qu'en réalité, ce serait faux. C'est-à-dire que la copie serait en réalité bonne si elle était de l'étudiant. Donc, vous devriez faire semblant de croire le contraire, ce qui vous permettrait de vous réfugier derrière votre pouvoir à peu près souverain. Voilà, c'est-à-dire que quand il s'agit d'évaluer vraiment les qualités exclusivement juridiques de la copie, effectivement, le juge administratif ne viendra pas contester ça. Mais en fait, vous-même, vous commettez une fraude en faisant ça. C'est-à-dire que là, moi, personnellement, je ne me lancerai pas dans ce type de comportement qui me semble être aux marges de la légalité. Et d'ailleurs, quand on vous fait remarquer, Pierre, qu'effectivement, même les chargés de TD qui infligent des mauvaises notes pour fraude, c'est à la marge de la légalité de faire comme ça, hein, au regard des procédures disciplinaires que je viens d'évoquer. Voilà, personnellement, je ne me lancerai pas dans une notation avec une mention volontairement mensongère sur ce que je reproche à la copie, uniquement pour aboutir à un renversement de fait de la charge de la preuve, parce que là, ça commence à ressembler à de la justice privée. Voilà, je pense qu'on ne devrait pas se lancer là-dedans collectivement, ce serait une mauvaise solution. À titre complémentaire, je pense que c'est là où une partie de la réponse est pédagogique et méthodologique. On peut sanctionner une mauvaise méthode de travail. Et un contenu qui ne sourcerait pas, qui n'indiquerait pas ses sources, peut être moins bien évalué au titre d'une mauvaise méthodologie. Si cette attente a été posée, on pourrait ça donne un petit bout de quelque chose. Mais au-delà, si le fond est pertinent, si on n'a pas suscité ou situé les attentes, effectivement, on risque d'être un petit peu. Mais la méthodologie, est-ce que les consignes méthodologiques sont respectées par rapport à l'exercice demandé? Elles ne le sont pas. Eh bien, mais pour le plagiat, on peut encore suggérer, si on a un contenu, sans dire que c'est du plagiat, on peut peut-être, enfin, je ne sais pas ce qu'en pensera mon collègue, mais on peut peut-être le faire passer pour tel, pas pour prétendre que c'est une mauvaise copie sur le fond, mais que la méthodologie n'a pas été bien suivie, pour dire qu'il y a une mauvaise méthodologie dans l'utilisation de l'IA. On rebondit sur la difficulté évoquée depuis tout à l'heure, qui est de caractériser. C'est une astuce qui est intéressante. Le problème, c'est que pour reprocher à l'étudiant d'avoir manqué à la bonne méthodologie dans son utilisation de l'IA, encore faut-il prouver qu'il a utilisé l'IA d'une façon inappropriée. Et on retombe sur le problème de départ, qui est que s'il affirme ne l'avoir pas utilisé, on n'arrivera pas à démontrer le contraire. Mais la vraie peut-être question à se poser, c'est de se dire simplement, et que nous, collectivement, enseignants, chercheurs ou étudiants, se disant quel est l'intérêt de rédiger un mémoire pour une future activité professionnelle. Et si on n'est pas capable de réaliser ce mémoire ou cet exercice, mais qui va avoir une utilité professionnelle, on sera sanctionné après dans son activité professionnelle parce qu'on ne sera pas capable de mobiliser les connaissances et de réaliser le travail attendu,
Et quelque part, ben, la période d'essai en entreprise, ça va pas le faire, quoi. Et une belle carrière professionnelle va pas se faire. Nous, cette personne qui a triché, elle veut postuler dans les organisations internationales, puisque notre laboratoire ouvre sur des organisations internationales. Bon, déjà, ils vont venir nous voir pour nous demander ce qu'on en pense. Ça, c'est en aparté, quoi. Mais c'est surtout qu'elle ne va pas avoir les compétences pour occuper ce type de poste. Clairement. Et même s'il y a, entre guillemets, un diplôme qui va être, entre guillemets, vendu à un employeur, après, au travail, ben là, les connaissances et les compétences nécessaires à l'activité professionnelle ne seront pas là. Ce qui pose aussi pour nous un autre problème, c'est de certifier des compétences qui ne sont pas là et donc dévaloriser nos diplômes. On est aussi là pris dans plein d'enjeux qui tiennent plutôt à, je pense, à essayer d'établir un contrat entre étudiants et enseignants sur pourquoi c'est important de faire ces exercices, ce que ça va apporter, et pourquoi il est nécessaire de les réaliser. Parce que sinon, si on pourrait avoir le papier, C'est une question qu'on n'a pas eu le temps d'aborder malheureusement, mais c'est celle de la dépendance de l'étudiant aux outils. Que s'il n'apprend pas à effectuer toutes les tâches par lui-même dans un premier temps et qu'il fait tout par l'IA tout de suite, il n'acquérera jamais les compétences, son cerveau n'aura jamais développé les capacités d'effectuer la tâche. Sinon, il aura tous les problèmes après d'insertion professionnelle qui ont été évoqués, tout à fait. On arrive au bout du timing. On n'aura pas pu développer ce point spécifique. Je propose qu'on fasse une pause de 15 minutes pour